Le coronavirus équin, une infection du poulain. Je vais vous présenter un petit peu l'état des connaissances actuelles sur ce virus et je vais aussi vous montrer qu'effectivement, quand on parle de coronavirus, eh bien, il y a beaucoup de coronavirus animaux qui sont assez variés à la fois dans leur pathologie, dans les symptômes et dans leur gravité. Donc, pour cette présentation, je vais commencer par vous parler de la famille des coronaviridae et vous présenter donc le coronavirus équin. En abrégé, on parle de ECOV, c'est la détermination anglaise, donc E pour equine et COV pour coronavirus. Je vous parlerai un petit peu d'épidémiologie, comment on l'a découvert et où est-ce qu'on le trouve et chez quel type d'animaux. Puis je vous parlerai de la présentation clinique. On verra que ça peut être extrêmement varié finalement, mais principalement entérique. Et puis on parlera un petit peu de diagnostic et pour la partie traitement, ce sera relativement rapide parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique du coronavirus équin, mais plutôt des mesures de biosécurité pour éviter une propagation de ce virus. Et on terminera évidemment pour les éléments principaux à retenir par rapport à ce que l'on aura vu au cours de cette conférence. Alors, la famille des coronaviridae, c'est en fait une très très grande famille de virus connue en fait depuis les années 30. Le premier coronavirus décrit, c'est celui qui infecte les poulets. C'est celui qui est responsable d'une maladie qu'on appelle la bronchite infectieuse aviaire. Et évidemment, vous savez que les coronavirus infectent les mammifères, dont l'homme. On le ressait malheureusement depuis cette épidémie qui nous touche. Et en fait, donc, ces virus ont la particularité d'infecter une grande variété de mammifères et d'oiseaux. Ils doivent leur nom de coronavirus ou famille des coronaviridae à ce type d'image que vous voyez là. Donc, c'est une image d'un coronavirus en microscopie électronique. Parce que vous savez, les virus sont très très petits et donc il faut un appareillage spécifique pour pouvoir les voir, donc ce qu'on appelle les microscopes électroniques. Et en microscopie électronique, ils ont vraiment une forme caractéristique et ils ont ici ce que l'on appelle une couronne. Et c'est donc ce nom de couronne qui a donné le nom à la famille Coronaviridae. Et effectivement, quand on voit des coronavirus, qu'ils soient infectant des mammifères ou des oiseaux, on retrouve cette forme de couronne. Alors après, je vous ai mis à droite un arbre généalogique. Donc on ne fait pas d'arbre généalogique en virologie, mais on fait des arbres phylogénétiques. Vous allez voir, ça ressemble un petit peu, ou en tout cas sur le principe, à des arbres généalogiques. Et ça nous permet de classer les virus entre eux et de voir lesquels sont plus proches ou lesquels sont plus éloignés entre eux. Alors, les arbres phylogénétiques des coronaviridae, il y en a beaucoup. Je vous en présente un. Vous en trouverez peut-être d'autres. Vous en avez peut-être déjà vu d'autres présentés. Voici donc comment ça peut se lire en virologie. Donc, vous avez des branches, comme sur un arbre généalogique. Et finalement, vous avez ici là des noms de virus que vous voyez peut-être pas très très bien, mais c'est pas très grave. Tous ces noms-là sont bien des noms de coronavirus. Et plus les branches sont proches, plus on a affaire à des coronavirus qui se ressemblent. Et je vous ai mis à côté des symboles des espèces qui étaient touchées par ces coronavirus. Alors, l'arbre que je vous présente n'est pas exhaustif, mais il a le mérite de vous montrer que finalement, on distingue 4 grandes catégories dans la famille des coronaviridae. Vous avez ici le groupe jaune, ce sont ce qu'on appelle des alpha-coronavirus. Donc, vous voyez, on y retrouve des coronavirus pouvant toucher l'homme, pouvant toucher les chauves-souris, le chien, le chat, le porc. Ici, on a un autre groupe de coronavirus qu'on appelle les virus. Donc, c'est tout ce qui est du bleu, mauve, vert. C'est un grand groupe. Ce sont aussi des coronavirus qui infectent les mammifères. On y retrouve des coronavirus infectant par exemple les dromadaires, le lapin, les rongeurs, les bovins. On y retrouve des coronavirus humains et on y retrouve le SARS-CoV-2 qui donc a émergé, qui se trouve ici phylogénétiquement et dans ce petit groupe au sein des bêta-coronavirus. Et si on regarde de très très près, vous verrez qu'il est extrêmement proche phylogénétiquement
de ce qu'on appelle le SARS-CoV-1, celui qui avait sévi il y a à peu près une vingtaine d'années. Alors, pour nous, le coronavirus équin qui va un peu plus nous intéresser, il est ici encadré en rouge. Donc, il fait partie de ce genre bêta-coronavirus. Il est en fait finalement assez éloigné quand même du SARS-CoV-2, vous voyez. Je vous montrerai qu'il est vraiment éloigné au niveau de son organisation du génome. Par contre, il est assez proche d'un autre coronavirus animal qu'on appelle le coronavirus bovin, BCOV, donc c'est une abréviation aussi pour bovine coronavirus. Ce sont deux coronavirus qui se ressemblent assez fortement, le coronavirus équin, donc BCOV, et le coronavirus bovin. Alors, si on termine le tour des coronavirus, vous avez ici un troisième genre, qui est donc en rose, qu'on appelle les gamma coronavirus. Alors là, c'est un genre où on trouve surtout des coronavirus qui infectent les oiseaux. Pas que, parce que là, vous reconnaissez bien effectivement un dauphin, enfin, plus exactement, c'est le beluga. Mais majoritairement, dans ce genre gamma coronavirus, ce sont des coronavirus responsables de pathologies aviaires. Et puis, il y a un quatrième genre qui a été découvert assez récemment, qui s'appelle maintenant les delta coronavirus. Donc, on est assez logique, alpha, bêta, gamma, delta. Là encore, c'est un genre qui va infecter principalement des oiseaux. Vous voyez les symboles. Et puis, très récemment, on s'est aperçu qu'il y avait un coronavirus porcin qui rentrait dans ce genre delta coronavirus. Donc, vous voyez, ça recomplique un petit peu le tableau. Alors, si on continue sur notre présentation assez générale, sur les coronavirus animaux, on peut avoir des pathologies assez diverses et parfois plusieurs manifestations pathologiques pour un seul coronavirus. Tout ça complique un petit peu les tableaux de pathologie. On retrouve des coronavirus animaux qui principalement vont donner des pathologies entériques. Et c'est là-dessus qu'on va classer le coronavirus équin. Les manifestations cliniques, lorsqu'il y en a, chez le cheval, sont plutôt entériques. Alors, vous voyez qu'il y a d'autres coronavirus, par exemple le coronavirus bovin dont je vous parlais, qui provoque aussi des diarrhées, notamment chez les veaux. On retrouve aussi un coronavirus canin, un agent de diarrhée chez le chien. Vous avez des coronavirus animaux responsables de pathologies respiratoires, donc notamment chez les volailles, le virus de la bronchite infectieuse aviaire, donc en abrégé en anglais, ça donne effectivement IBV, porte bien son nom, IBV de bronchite, pour cette pathologie respiratoire. Et vous voyez, j'y ai remis quand même le coronavirus bovin, parce que le coronavirus bovin, c'est le même, hein, mais on le trouve parfois à tropisme entérique et parfois à tropisme respiratoire. Donc on peut le classer dans les deux catégories. Alors vous avez d'autres coronavirus animaux où l'éventail de pathologie est plus large que entérique ou respiratoire. On peut avoir des troubles neurologiques, c'est certains coronavirus de rongeurs, des pathologies systémiques parfois extrêmement graves, c'est le cas chez le chat avec une maladie qui s'appelle la péritonite infectieuse féline, et c'est le cas aussi chez le furet. Et puis on a des choses un peu plus anecdotiques avec des tropismes hépatiques ou des tropismes rongéniques. Alors, pour en revenir à notre coronavirus équin, ça c'est un schéma, on va dire, de la particule virale que vous voyez ici. Donc quand on schématise, on voit bien ici cette couronne. Et en fait, cette couronne, elle est due à une protéine du virus très particulière qu'on appelle la spike ou spicule en français. Vous en avez peut-être entendu parler avec tous les développements qu'on a sur le Covid. Vous avez peut-être entendu parler de cette protéine de spike, spicule en français. C'est une protéine très importante parce qu'elle permet l'entrée du virus dans la cellule qu'il va infecter. Alors en dessous, vous avez le génome du virus, donc peu importe, je dirais, c'est une grande molécule avec chaque boîte en fait ou chaque rectangle correspond aux protéines qui sont codées par ce génome. Ce qu'il faut voir sur le coronavirus équin, c'est qu'il a une protéine particulière qui s'appelle HE, une agglutinestérase. C'est une particularité qu'il partage par exemple avec le coronavirus bovin. Mais si on parle du SARS-CoV-2, par exemple, ce SARS-CoV-2 n'a pas cette protéine HE. Donc vous voyez que le coronavirus équin est quand même, bien que faisant partie du même genre que le bêta-coronavirus, c'est quand même assez éloigné du SARS-CoV-2, ne serait-ce que par les protéines qu'il peut coder et qu'il peut synthétiser. La protéine HE
est synthétisé et fait partie du coronavirus équin. C'est une protéine qu'on ne retrouve pas, par exemple, sur le SARS-CoV. Bon, je vais peut-être m'arrêter là pour les éléments de virologie pure et puis on va passer donc aux éléments d'épidémiologie. Alors, le coronavirus équin, finalement, a été découvert plutôt récemment, parce que j'ai dit les années 30 pour le coronavirus aviaire, la bronchite infectieuse aviaire, et je dirais juste seulement 1999 pour découvrir le coronavirus équin. C'était aux USA sur un très jeune poulain présenté pour diarrhée et l'observation en microscopie électronique a montré ces images typiques du coronavirus. Donc, c'est la première découverte du coronavirus dans les selles d'un poulain présentant une diarrhée assez sévère. Ensuite a été fait un séquençage du génome. Et ça, voilà, vous avez le premier arbre phylogénétique mentionnant la découverte du coronavirus équin. Il est ici, là, alors, il est sous le nom de ECD, un peu abrégé. Et très vite, on s'aperçoit qu'il ressemble fortement au coronavirus bovin, que vous voyez ici. Donc, vous voyez que les branches sont très proches. Mais ce n'est pas le même. Il est distinct quand même. Donc, c'est bien un nouveau coronavirus qui vient d'être découvert et qui est spécifique du cheval et qu'on donc on va appeler le coronavirus équin. Depuis, il y a eu évidemment d'autres recherches, d'autres découvertes chez le cheval, et ça a conforté cette première découverte de l'existence d'un coronavirus équin, au moins sur 3 continents. On a des données sur du coronavirus équin découvert au Japon. On a aussi des données sur le coronavirus équin découvert en Europe. Donc, je vous présenterai, on a eu une seule étude faite en France, mais par contre, il y a eu aussi des études ensuite en Irlande et au Royaume-Uni. Et puis, il y a eu des études effectivement dans le Moyen-Orient qui ont bien montré la circulation de ce coronavirus équin. Donc, on peut imaginer qu'il est ubiquitaire et qu'il n'y a pas une zone géographique mondiale particulière qui circule. Alors, sur l'étude française, elle a été conduite entre 2011 et 2013 par un laboratoire en Normandie. Donc, vous avez ici la carte d'où. Dès que c'est grisé, cela veut dire qu'il y a eu remontée de prélèvements qui ont pu être analysés. Et puis, lorsque vous avez des chiffres, eh bien, ça correspond au nombre de cas positifs coronavirus équin qui ont été trouvés au cours de cette étude. Donc au total, ce laboratoire, si vous regardez la publication, avait pu analyser à peu près 395 fesses de chevaux et avait aussi analysé des prélèvements respiratoires de sang. Alors l'étude avait montré que finalement sur les 395 fesses, 11 s'étaient révélés positifs pour le coronavirus équin. Lorsqu'il y avait eu séquençage d'une partie du génome, on voit ici les séquences qui ont été découvertes en France, donc elles sont identifiées avec ICOV et la dénomination FRA. On voit qu'elles se rapprochaient effectivement très fortement de la souche, on va dire, historique, qui s'appelle NC99. Et toujours, on avait une proximité parenté avec le coronavirus bovin. Donc le coronavirus qui a été découvert circulant en France à l'époque était très très semblable au coronavirus historique découvert à la fin des années 90. Alors ensuite, sur les données un peu plus épidémiologiques dans cette étude, il y avait en fait dans cette partie essentiellement des poulains qui avaient été trouvés positifs de moins de 6 mois. Donc notamment sur les fesses, ça correspondait à 11 poulains. Et puis, pareil, alors, il y a eu, sur les 200 prélèvements respiratoires testés, il y en avait eu un seul de positif. C'était un poulain d'ailleurs avec des symptômes respiratoires. Et ça pouvait peut-être suggérer qu'il pourrait y avoir de rares formes respiratoires chez le poulain du coronavirus équin, mais ça semble vraiment rare. Les autres données que l'on a eues dans les autres pays tendent à penser que c'est vraiment plutôt une infection entérique. Donc, si on résume ce que l'on semble connaître des éléments épidémiologiques de ce coronavirus équin, on a
une excrétion fécale majoritaire, une transmission donc féco-orale, plutôt par contact rapproché. On peut voir des clusters dans une petite écurie ou entre animaux qui partageaient les mêmes box ou qui étaient en contact assez proche. On a un peu moins de ce qu'on appelle une transmission indirecte, c'est-à-dire via du matériel souillé. Ce qui n'empêche pas, dans les recommandations, que lorsqu'on soupçonne l'apparition de coronavirus équin ou la surveillance ou la circulation de coronavirus équin dans l'écurie, de bien désinfecter le matériel. Le virus est plutôt sensible aux désinfectants usuels, donc je dirais que les procédures habituelles de désinfection un tout petit peu renforcées devraient éviter assez facilement cette transmission indirecte. Ce que l'on ne voit pas du tout sur le coronavirus équin, c'est ce qu'on appelle la transmission verticale. Alors, ce qu'on appelle, nous, la transmission verticale, c'est vraiment une transmission in utero ou au moment de la mise bas entre la jument et le poulain. Par contre, après, on voit effectivement des infections du poulain, mais je dirais qu'elles sont hors contexte in utero ou contexte mise bas. C'est après que le poulain semble s'infecter, pas pendant la gestation. Les taux de morbidité et de létalité sont très variables selon les études. Globalement, il y a quand même beaucoup d'asymptomatiques. Alors, je vous ai présenté deux études un petit peu extrêmes, c'est fait exprès. À New York, ils avaient fait une étude sur, vous voyez, 29 chevaux. 25 étaient effectivement positifs au coronavirus équin, hein, c'était sur les fesses. 5 seulement avaient des symptômes et il n'y avait aucun mort. À l'inverse, il y a eu une épisode aussi, alors sur chevaux miniatures, sur 27 chevaux, 15 étaient positifs pour le coronavirus équin, sur le protein, 10 avaient des symptômes, dont certains ont été sévères puisque ça peut conduire à la mort de l'animal sur 4 animaux. Et notamment, il y avait des troubles neurologiques repérés sur ces chevaux, donc ce qu'on voit là dans cette publication, sur un cheval miniature avec une encéphalite qui conduit à ce qu'on appelle un poussé au mur de l'animal. Alors, est-ce que c'est dû à une composition génétique des chevaux miniatures? C'est pas du tout tranché, c'est pas du tout sûr. Disons que c'est quelque chose qui a été relevé au moment de cette étude. Je dirais que cette étude est un petit peu unique en son genre. C'est la seule faisant état d'un aussi fort taux de létalité. Généralement, on a de la morbidité variable selon les études. La létalité semble vraiment extrêmement rare. Ce qui va nous faire venir à la présentation clinique de cette infection. Il y a eu une infection expérimentale faite sur jeunes chevaux qui avaient à peu près 10 mois. Une infection par voie orale, donc ce qui ressemble effectivement au mode de transmission naturel. Il n'y avait que 3 chevaux évidemment dans cette étude et vous voyez que déjà sur les 3, 2 étaient asymptomatiques, mais 1 était asymptomatique. Les symptômes étaient assez transitoires et finalement assez frustres. Et ils ont regardé différents paramètres. Et ce qui est intéressant, c'est ce que l'on retrouve finalement après dans les études, je dirais, faites sur infection naturelle. Donc, ils ont déjà suivi l'excrétion du virus dans les fesses des animaux infectés. Donc, vous avez le suivi de cette excrétion sur les 3 chevaux, 1, 2 et 3. Et on voit donc une excrétion des 2-3 jours post-inoculation avec un maximum sur J6 et J7 et ensuite une excrétion mais assez faible qui peut durer jusqu'à 14 jours. Ils ont suivi sur échouillonnage nasal pour voir s'ils pouvaient retrouver du virus à ce niveau-là. Alors oui, la réponse est oui, mais en quantité beaucoup plus faible que dans les fesses. Ce n'est pas la même échelle là, entre les deux, entre le A et le B. Plus tardivement et sur une période beaucoup plus brève. Donc ça aussi, ça concorde avec quelques études, donc celle française, montrant qu'on pouvait retrouver du virus dans un prélèvement nasal.
mais ça semble beaucoup plus rare, effectivement. Autre suivi du virus fait dans le sang. Alors là, vous voyez, c'est encore plus rare que dans les coupe-ménage nasales, puisqu'on le montre que sur 2 chevaux et vraiment que sur un cheval. Le numéro 1, qui est celui d'ailleurs qui a eu les symptômes entre guillemets les plus sévères. Et là, on a effectivement du virus retrouvé dans le sang, c'est ce qu'on appelle la virémie. On trouve assez précocement, J2 post-inoculation jusqu'à J7. Mais vous voyez que c'est quelque chose de très très inconsistant. Ça vous explique pourquoi finalement le suivi ou la recherche du coronavirus équin dans le sang n'est que vraiment très très rarement faite parce qu'il y a finalement peu de chances de le retrouver. Quatrième paramètre qui avait été suivi dans cette étude, et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la numération formule. Alors la numération formule, c'est pas la recherche du virus à proprement parler, c'est la recherche du taux de lymphocytes, de neutrophiles et de leucocytes de manière générale, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les globules blancs. Et ce qui était intéressant, c'est de voir ici cette diminution. Donc vous avez toujours pareil, hein, le temps post-inoculation, et vous voyez ici pour les 3 chevaux que le taux de leucocytes diminue de manière assez significative en tout début post-inoculation, et ça coïncide avec la période symptomatique. Donc on parle d'une leucopénie qui est assez facilement retrouvée quel que soit le type d'étude. Donc, si on fait un bilan, alors, non pas, donc c'est vraiment une revue très intéressante si vous voulez la lire, hein, de Pure Stella qui est parue en 2016, qui fait le bilan en fait des différentes études, cette fois-ci naturelles, de la symptomatologie. Eh bien, on fera à peu près qu'on a une excrétion fécale majoritaire entre J0 et J6, qui est le moment de la. Alors, J0, là, c'est le moment de la présentation à l'hôpital, en clinique, donc le début des symptômes cliniques. On pense que l'infection a lieu évidemment quelques jours avant, maximum 3 à 4 jours avant. La fièvre est très fréquente, l'anorexie est très fréquente et la leucopénie aussi est très fréquente. C'est ce qu'il a remontré en compilant les données sur 73 chevaux adultes infectés. Et on voyait une diminution notamment des neutrophiles et des lymphocytes qui était quand même assez marquée sur ces chevaux naturellement infectés. Alors, quand on regarde, on voit surtout des lésions intestinales. Donc, le virus rentre par voie orale et il va diffuser au niveau de l'intestin et notamment au niveau de ce qu'on appelle les villosités intestinales, ce que vous avez schématisé ici sur la gauche. Et quand on fait des coupes histologiques, ça s'est fait notamment sur les quelques animaux morts pour lesquels il y a eu une étude qui a été faite post-mortem. Et ce que vous voyez en rouge, ce sont les antigènes du coronavirus équin, c'est-à-dire les protéines virales du coronavirus équin, visualisées sur coupe intestinale d'un cheval mort. Et on voit ici ce qu'on appelle une abrasion des villosités. Ça veut dire qu'on a une perte de ces villosités. Là, sur mon schéma, qu'on va couper ici. Et donc, ça vous explique les symptômes digestifs qui sont observés à ce moment. Alors, on va passer à la partie diagnostic et traitement. Donc, le diagnostic est basé sur une suspicion clinique. Donc, symptômes cliniques évocateurs, on va dire des symptômes intestinaux, accompagnés de fièvre, d'une anorexie. Chez le poulain, on a de la diarrhée. On a des cas chez les chevaux adultes avec plutôt des coliques modérées, sans diarrhée. Et il y a très souvent une leucopénie qui accompagne ces symptômes digestifs. Le diagnostic purement virologique, donc spécifique, c'est conseillé de le faire par PCR quantitative, donc c'est ce qu'on appelle RT-qPCR, sur crottin. Il peut y avoir quelques faux négatifs si on est en tout début des symptômes. Donc, ça veut dire que si on est vraiment à J1 post-symptômes, à partir de J2, J3, on va retrouver le virus s'il est bien responsable de l'infection de l'animal.
Je dirais que les marquages plus spécifiques sur biopsie, je vous en ai présenté un par histologie, là je vous en présente un autre qui est fait avec un marquage fluorescent. Donc tout ce qui est vert ici sur cette image correspond à un marquage du coronavirus équin, est plutôt réservé à des cas très particuliers, notamment en post-mortem, lorsque l'on veut avoir, je dirais vraiment, une confirmation de l'importance du coronavirus équin dans la mort de l'animal. Il n'y a pas de vaccin contre le coronavirus équin. Il y a eu quelques recherches pour voir si parce que contre le coronavirus bovin, il existe un vaccin. Comme les deux virus sont très proches, comme je vous l'ai montré, il y a eu des essais pour voir si on pourrait avoir un intérêt du vaccin coronavirus bovin pour protéger contre le coronavirus équin. Pour le moment, c'est vraiment au stade de postulat et de recherche. Il n'y a pas d'évidence qu'il y ait forcément un intérêt, parce que les deux coronavirus sont quand même un peu distincts. Donc, on retient que pour le moment, on n'a pas de vaccin contre le coronavirus équin. Donc, les mesures vont reposer sur de la biosécurité, désinfection des locaux lorsqu'on a un cas positif détecté, et évidemment, isolement de l'animal positif ou des animaux positifs par rapport aux autres animaux pour éviter la propagation de ce coronavirus dans l'écurie et éviter l'apparition d'un cluster. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un virus que l'on voit soit de forme sporadique dans l'écurie, soit parfois on a des petites épizooties, généralement assez limitées. C'est un virus initialement découvert chez les poulains. Il semble qu'on le voit de plus en plus de cas chez l'adulte, avec peut-être une clinique un tout petit peu différente chez l'adulte. Sa distribution est mondiale. On le détecte plus pendant la saison froide, donc entre octobre et avril, entre les mois d'octobre et le mois d'avril pour ce qui concerne l'hémisphère nord. Le taux de morbidité, c'est-à-dire de symptômes vus, est extrêmement variable selon les études. Voilà, je vous présente, c'est entre 10 et 80%, ça veut dire que c'est vraiment, selon les études, on a des choses très différentes, sans qu'on ait pu réellement pour le moment voir quel était le facteur qui influençait ce taux de morbidité aussi variable. Les études s'accordent à dire que le taux de mortalité est faible, sauf le cas des chevaux miniatures, cette étude qui pose question pour lesquelles on n'a pas pour le moment d'explication. La durée d'incubation de la maladie est courte et la durée de la maladie elle-même est courte. Et généralement, avec un traitement de soutien, on a une récupération de l'animal. Les signes cliniques associent une anorexie, une hyperthermie, des symptômes digestifs qui peuvent être soit diarrhée, ou crottin plus mou, et éventuellement colique. Et le diagnostic virologique, on l'a vu, de confirmation doit être une RT-PCR à privilégier à faire sur le crottin, puisque c'est là qu'on a le maximum de chances de voir le virus. Et il n'y a pas de vaccin à ce jour. Donc voilà, j'en ai fini